15 ans. 15 ans, c'est le temps qu'on passe à l'école. De la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, où tout s'arrête, avec l'examen mythique qui clôture ces 15 années, le bac. Le bac, c'est toute une aventure qui s'achève, et c'est une autre qui commence. Chaque année, des centaines de milliers de lycéens sont confrontés à ce défi, qui marque la fin d'une forme d'insouciance et le début de quelque chose de plus grand. Le bac, ce n'est pas juste un examen. C'est le symbole de toutes ces heures passées à réviser, de ces TP plus ou moins bien réalisés, de ces cours qui nous ont évidemment tous intéressés, et de ces innombrables pauses où on ne cessait de rigoler. Le bac, c'est ce moment intense qui mêle stress et excitation. Ce moment où tout prend sens. Celui où les efforts payent, celui qui marquera nos vies et dont on se souviendra jusqu'à la fin de celle-ci. Alors que certains en sont encore à chercher leur nom sur les listes, d'autres laissent éclater leur joie. Alors, même si le bac, ça peut parfois sembler effrayant ou difficile, n'oubliez pas, ça reste une expérience que vous ne vivrez qu'une seule fois dans votre vie. Enfin, je vous le souhaite. C'est le défi qui a uni des générations avant vous et qui en unira après vous. C'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle histoire à écrire. En parlant d'histoire, celle du bac est longue et assez mouvementée. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un retour dans le passé pour découvrir comment cet examen est devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Bon, si on en revient un peu à l'étymologie de baccalauréat, on retrouve deux mots. Bacca, la baie, et lauréat, le laurier. Et les deux ensemble, ça signifie en fait couvert de laurier. Un peu comme Jules César, même si à son époque, le bac ça n'existait pas. Il a fallu attendre le Moyen-Âge, l'époque des chevaliers, pour voir apparaître la première forme du baccalauréat. À ce moment-là, on avait deux filières. Le trivium, qui rassemblait dialectique, grammaire et rhétorique, et le quadrivium, avec l'arithmétique, la géométrie, la musique ou encore l'astronomie. Et tout ça, c'était uniquement pour les garçons de 14 à 20 ans, et ça se passait directement à l'université de Paris. Donc bonjour l'ouverture. Surtout que ça n'avait pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. À ce moment-là, ces examens permettaient de devenir professeur d'université, un peu comme nos doctorats aujourd'hui. Bref, il faut quand même attendre le 19e siècle avant de voir apparaître le vrai bac. En 1808, un petit homme avec un grand chapeau, un certain Napoléon, décide de faire du bac un diplôme d'université. Et devinez quoi, c'est toujours le cas aujourd'hui. En fait, le bac, ce n'est pas l'examen de fin du lycée, c'est plutôt le premier examen d'université. Le premier grade en quelque sorte. Le deuxième grade, c'est la licence, puis le master et enfin le doctorat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est bac plus 3 ou bac plus 5 par exemple. En tout cas, ce premier bac napoléonien est un immense succès. Il accueille, tenez-vous bien, 39 élèves, tous issus de la haute bourgeoisie. Bonjour l'inclusion. Pour obtenir leur diplôme, ils n'avaient même pas besoin de passer d'épreuve écrite. Juste un oral, et c'était fini. Donc tous ceux qui nous disent qu'aujourd'hui on nous donne le bac, c'est pas vrai. Le bac, on nous le donnait vraiment sous Napoléon. Bon, après, ils se sont vite rendus compte que le bac était un peu donné. Donc en 1830, on met en place la première épreuve écrite du bac. Mais elle est facultative. Il faudra attendre 1840 avant que cette première épreuve écrite devienne obligatoire. En fait, on dirait presque que cet examen n'était pas vraiment pris au sérieux. Et quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que c'est le cas. En fait, au milieu du 19e siècle, il y avait à peu près 100 000 élèves par an qui arrivaient jusqu'en terminale. Et parmi eux, un peu moins de 5% s'inscrivaient pour passer le bac. En gros, un élève de terminale sur 20. En même temps, c'est pas vraiment étonnant puisque certains, ou plutôt certaines, élèves de terminale n'étaient pas autorisés à passer le bac. Il faudra attendre 1861 pour qu'une femme passe le bac. Cette femme, c'est Julie Victoire d'Aubier. Elle a 37 ans. Et même si les femmes n'étaient pas encore autorisées à passer l'examen, c'est l'impératrice Eugénie en personne qui lui a donné l'autorisation. Ouais, la femme de Napoléon III. Comme quoi, c'est pas si mal d'avoir des contacts. En 1874, on divise le bac en deux séries d'épreuves réparties sur 2 années. Les épreuves anticipées en première et le reste en terminale. Un peu comme aujourd'hui finalement. En tout cas, s'il y a bien un homme qui a changé l'histoire du bac, c'est bien Jules Ferry. En 1880, il a dit ciao à l'épreuve de latin pour la remplacer par une épreuve de littérature française. 10 ans plus tard, en 1890, il met en place le système de notation qui va de 0 à 20. Et cette même année, il crée le tronc commun du bac. D'autant plus qu'entre-temps, il aura rendu l'école publique gratuite et laïque pour tout le monde. Avec toutes ces réformes, on passe quand même de 7000 bacheliers en 1890 à 37 000 en 1926.
Alors ok, ça reste quand même des élèves issus de la haute bourgeoisie, mais on se rend quand même compte que le bac se démocratise petit à petit. Bon, et sinon vous vous souvenez de Julie Victoire Daubié, la première femme à avoir eu son bac? Bah ça, c'était en 1861. Et vous savez à partir de quand les filles sont vraiment autorisées à passer leur bac? En 1927. Il aura fallu attendre 66 ans de plus. Alors forcément, si on a quelques bachelières, ça fait augmenter le nombre d'élèves qui passent l'examen. Mais ce qui fait vraiment exploser le score, c'est le fait que l'école devienne obligatoire jusqu'à 16 ans à partir de 1969. Je comprends que vous ayez besoin de lui, mais quand vous pensez qu'il pourrait à coup sûr faire des études très brillantes, est-ce que vous ne regrettez pas pour lui de ne pas lui donner cette chance? Vu maintenant la motorisation, tous les outils qu'on a, alors je pense qu'il peut se perfectionner beaucoup mieux qu'en 6e. Et toi, Serge, qu'est-ce que tu préfères? Aller à l'école ou conduire un tracteur? Conduire un tracteur. Tu ne regrettes pas de ne pas être en 6e? Non? Tu es sûr? Oui. Et là encore, les chiffres parlent. On a 32 000 bacheliers et bachelières en 1960 et plus de 230 000 en 1970. Donc clairement, pendant ces années-là, l'État a dû faire construire énormément de collèges et lycées pour suivre le rythme. Il a fallu, pour les accueillir, improviser de nouveaux bâtiments. Ainsi, l'école de Bazoches-les-Gallerans, de 800 habitants, possède maintenant 2 classes de 6e toutes neuves. D'ailleurs, cette époque, c'est aussi l'époque des premières vraies filières, celles qu'ont connues vos parents. Ou vos grands-parents. Il y avait 4 séries. Les séries A, qui étudiaient la philosophie et les lettres, les séries B, qui se concentraient plutôt sur l'économie et la socio, les séries C, pour les maths et la physique, et les séries D, pour les maths et les sciences de la nature. Donc clairement, ces séries, elles nous rappellent pas mal les séries un petit peu plus récentes, L, S et ES. Mais en fait, ces filières-là, elles ne datent que de 1993. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on crée les filières technologiques. Bac A égale bac B égale bac C égale bac D égale bac F égale bac G. Fini l'inégalité, tous les bacs se valent tous, ou devraient se valoir. François Bayrou, le nouveau ministre de l'Éducation, prolonge l'action de Jack Lang. En 1995, le poète pourra devenir médecin, après études évidemment. Patrick Retzlaub. En 1994, on préparera 3 grandes catégories de baccalauréat. Le littéraire, le scientifique, l'économique et social, et aucune modification pour les bacs technologiques, sinon la suppression en terminale de modules pour éviter une surcharge de l'emploi du temps. Mais récemment, tout ça a encore bien changé, et les dernières réformes du bac ont pas mal été critiquées. C'est une réforme qui va dans le sens de la liberté, parce que les lycéens auront plus de choix, ce qui les fera davantage réussir, car les disciplines de spécialité qu'ils choisiront correspondront à des goûts, à des passions. Cette réforme reposerait sur 2 principales mesures. Le nombre d'épreuves finales pourrait être réduit à 4 et les autres matières seraient évaluées sous forme de contrôle continu. Autre piste évoquée, abolir les séries et en finir avec le choix S, L et ES. Des parcours à la carte, difficilement faisables selon certains syndicats. Aujourd'hui, le bac est de plus en plus critiqué. Il paraîtrait même qu'on nous le donnerait. Et en même temps, c'est vrai que les taux d'obtention ne font qu'augmenter. Mais est-ce que ça signifie vraiment que le niveau d'exigence diminue? Est-ce qu'un diplôme que presque tout le monde obtient peut encore avoir une valeur? D'autant plus que, comme on l'a dit, le bac, c'est quand même le premier grade universitaire. Sauf que la réalité, c'est que beaucoup d'étudiants ne passent pas leur première année. Ça n'est pas grave, c'est un fait, et c'est tout à fait normal de devoir se réorienter. Mais est-ce que ça ne questionne pas un peu le manque d'orientation du bac aujourd'hui? D'ailleurs, s'il y a bien une année qui a remis en question la valeur du bac, c'est bien 2020. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. Nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. À cause de la pandémie, les épreuves ont été annulées et ce sont plus de 98% des élèves de terminale qui ont été admis sur la base du contrôle continu. On peut aussi se poser la question, puisqu'on a été évalué toute l'année, est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore tout réviser pour passer une série d'épreuves au mois de juin? Ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est qu'on passe le bac après avoir constitué nos dossiers Parcoursup et en avoir eu les résultats. Alors, au moment de passer le bac, on sait déjà où est-ce qu'on va étudier l'année suivante, et ça le décrédibilise encore plus. Mais bon,
Mis à part ces questionnements, on voit bien que le bac, c'est bien plus qu'un examen. C'est le passage de l'enfance au monde des adultes et le début de notre parcours universitaire ou professionnel. Depuis sa création, c'est clairement le symbole des questions qui animent notre société. Que ça soit sur l'éducation, sur l'équité ou encore sur l'avenir des jeunes générations. Le bac est l'un des seuls sujets de discussion jamais obsolètes. On le voit, le monde change à toute vitesse et l'éducation nationale essaie de s'y adapter, tout en restant fidèle au rôle qu'il tient dans la vie des générations passées, présentes et à venir. Depuis le début, ce ne sont ni les réformes, ni les débats, ni les statistiques qui définissent le bac, mais bien les milliers de lycéens qui le passent chaque année. Le reste de l'histoire, c'est à vous de l'écrire.